Donc là, je prépare le live sur Facebook et sur YouTube. D'accord. Ok, c'est bon, nous sommes en live. Ok, ben je peux connecter mon... Partager mon écran, c'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez. Ok, ben je télécharge et c'est bon. Ok, alors, on va commencer par la présentation. Présenter. Et je fais ça, partager mon écran. Voilà. On attend un peu que certaines personnes se connectent. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ah, voilà. Voilà, ça commence à s'afficher. C'est bon? C'est partagé? On voit? C'est bon. S'il y a des questions, vous me direz. J'ai pas entendu. Pour les questions, vous me direz, puisque là, je ne vois pas du tout l'interaction au niveau de la page Facebook et autres. Ah oui. Ok, vous me faites signe qu'il y a suffisamment de personnes et qu'on peut démarrer. Ok. C'est bon, nous pouvons débuter la conférence. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence qui parlera des bébés locavores. En gros, comment nourrir son bébé, mais avec les produits locaux. Et on va commencer de suite. Alors, à l'issue de cette présentation, donc on va déjà aborder la diversification, comprendre ce que c'est, l'enjeu de cette étape cruciale pour le développement de bébé et aussi comment on peut finalement procéder à l'éducation du goût en lui permettant de découvrir l'ensemble des saveurs, l'ensemble des goûts qui font partie de son environnement. Alors, le choix des produits locaux est un choix qui fait écho à énormément de choses. On verra lesquelles, en parlant notamment du locavorisme, qui est un mouvement en réalité naturel, mais qui revient un peu plus au bout du jour ces temps-ci. La pertinence du choix des produits locaux, les quelques recommandations et informations qui sont utiles à connaître. Et enfin, en termes de pratique, comment on peut mettre en pratique tout cela et permettre notamment aux familles d'intégrer de plus en plus les produits locaux, notamment au niveau de l'alimentation de bébés. Alors, la diversification, on le sait, c'est une étape qui est relativement importante dans la vie de l'enfant.
mais aussi dans son entourage, puisqu'au final, ça devient une expérience familiale et que parfois, en fonction de comment on décidera de nourrir son enfant, on peut soi-même revoir son propre mode de consommation et finalement en avoir un peu plus conscience. Et donc, l'intention de base qui était de nourrir correctement son enfant peut devenir une intention beaucoup plus globale qui deviendra de nourrir correctement l'ensemble de la famille. Malheureusement, c'est une étape qui n'est pas assez abordée en direct parce que souvent, la petite rencontre avec le pédiatre qui dure 20 minutes ne permet pas de poser toujours toutes les questions. On ne sait pas toujours où trouver les informations. On peut en trouver parfois trop. Quand on veut en plus l'adapter aux produits de chez nous, voilà, comment faire, quoi choisir, à quel moment, quelle quantité, pour quel objectif nutritionnel, etc. Surtout quand on passe d'un professionnel de santé à un autre, on peut avoir des discours qui sont totalement différents. Comment on fait finalement pour s'en sortir, s'y retrouver et permettre une mise en pratique consciente autour notamment de l'alimentation de bébés. Alors, surtout que, on le verra par la suite, mais il suffit d'avoir quelques repères essentiels qui sont en plus accessibles à tous pour nous permettre de faire et ensuite de bien faire. Alors, la diversification alimentaire, c'est une étape qui est relativement importante, on l'a dit, pour le développement de l'enfant, parce qu'elle va consister à introduire des aliments autres que le lait, donc le lait qui est lui un aliment liquide. Donc, on va progressivement introduire des aliments solides pour permettre au fur et à mesure à l'enfant d'arriver à une alimentation familiale ou plus standard, ou tout au moins qui se rapproche davantage de celle du reste de la famille et de l'adulte, ou aussi des enfants, s'il y a des grands frères et des grandes sœurs. Et donc, finalement, au lait va s'ajouter au fur et à mesure des aliments tels que les fruits et légumes, les viandes, etc., de manière progressive. Et parallèlement, on va diminuer l'apport en lait parce que malheureusement, au fur et à mesure de l'évolution et de la croissance de bébé, tout simplement, le lait ne répondra plus aux différents besoins nutritifs de bébé. Alors, cette phase se subdivise en plusieurs petites étapes. Moi, j'en ai identifié 3 grandes qui consistaient notamment à l'introduction des fruits et des légumes, qui est recommandée en général à partir de 4 mois révolus, donc entre le 4e et le 6e mois. Fenêtre qu'on recommande également pour anticiper toutes les problématiques d'allergie. Donc, avant, ça peut être problématique. Après, ça peut être aussi problématique. Donc, tout l'intérêt étant de pouvoir initier les fruits et légumes pendant cette période-là, donc on appelle fenêtre. Et ensuite, autre étape, ça sera l'introduction des protéines animales et aussi des matières grasses qui va se faire un peu plus tard, donc pas forcément tout de suite, en sachant qu'avant l'introduction de ces aliments-là, le lait apporte déjà ce besoin et donc il n'est pas tout de suite nécessaire de le complémenter avec les aliments externes. Et ensuite, troisième phase, ça sera celle de l'introduction de tous les autres aliments, donc produits laitiers, céréales, etc. Et notamment l'évolution en fait des textures. Donc, par exemple, au tout début, on va commencer avec une texture qui sera relativement lisse, donc mixée très lisse, très proche du liquide, déjà pour permettre une adaptation aussi à tout le système digestif et puis même aussi le fait que le bébé ne mastique pas encore tout de suite, etc. Pour, de manière évolutive, passer à une texture un peu plus consistante, donc du mixé, pas forcément lisse. Ça peut ensuite devenir de l'écrasé pour ensuite devenir en fait une alimentation en morceaux et en fait une alimentation totalement normale. Les enjeux de cette étape de diversification sont très clairs. Il faut savoir que c'est une étape clé
à savoir que c'est ce qui va définir ou connoter le rapport à l'alimentation de l'enfant pour la suite de son existence. Donc, il est absolument primordial de pouvoir lui inculquer en fait les bonnes habitudes, tout simplement. Parce qu'à partir de ce qu'on va lui donner comme repère, il saura sur quoi se baser pour lui prendre aussi en charge sa propre alimentation, hein, le fait de se nourrir, avec ce qu'il a comme code, ce qu'il a comme repère. Et donc, du coup, d'investir sur les bonnes habitudes, les bons repères, ça lui permettra d'avoir les clés pour avoir une bonne santé et surtout pour avoir un bon rapport et un bon comportement vis-à-vis de l'alimentation. Alors, il est d'ailleurs dit que les 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, la qualité en fait des aliments qu'on va lui donner sur cette période-là va clairement conditionner en fait sa santé future. Et donc moi, la métaphore que je donne à cet enjeu, c'est vraiment qu'on donne une carte de crédit de santé à son bébé et cette carte de crédit, elle est à vie en fait. Donc au final, plus on va investir sur des aliments de qualité, plus cette carte de crédit aura du crédit santé dessus et donc on lui donne le maximum de chances pour être en santé sur le reste de son existence. Et donc, il est vraiment très, très, très important de comprendre que le fait de nourrir son enfant aura forcément des conséquences à court, mais aussi à moyen et long terme sur son développement physique, cérébral et donc finalement sur sa santé globale. Et donc, il est important de l'investir, cette étape de diversification, de la comprendre et surtout donc de l'appliquer en fait en conscience, en sachant les choses essentielles pour le bon développement de son bébé. D'ailleurs, c'est une simple preuve d'amour en fait. Donc voilà. Il faut savoir que la diversification alimentaire vise à permettre à l'enfant de manière progressive à se nourrir comme un adulte par la suite. Et cet objectif nécessite les différentes étapes qu'on a vues, mais que ces étapes-là doivent se faire absolument de manière progressive et le plus diversifiée possible. Pourquoi diversifier? Parce qu'en réalité, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit diversification, c'est-à-dire qu'on va lui introduire, on va lui présenter à chaque fois une nouvelle saveur, un nouveau goût, une nouvelle texture pour lui permettre de développer en fait sa palette de connaissances, de saveurs, de goût, lui permettant ici d'avoir le maximum de chances de pouvoir s'alimenter avec tout ce qu'il a dans son environnement. En sachant que d'un environnement à un autre, les choses peuvent être variées. Et donc, du coup, en lui permettant de voir le maximum de choses, mais là aussi le plus de chances de tout consommer, ou tout au moins de ne pas être restreint dans la façon ou dans la capacité de se nourrir. Par exemple, un enfant qui mange que 5 fruits et légumes, et ça sera 5 fruits et légumes qu'il aura validés et c'est tout. Alors qu'un enfant qui en mange 100, mais sans différence tout au long de sa vie et essentiellement lors de cette phase de diversification, c'est un enfant qui peut du coup manger jusqu'à 5 fois, jusqu'à le nombre de fois. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Jusqu'à 20 fois plus, voilà, 20 fois plus d'aliments que le premier enfant. Donc, je reprends, un enfant qui ne consomme que 5 aliments, c'est 5 malheureux aliments qu'il consomme, alors qu'un enfant qui a connu 100 aliments, c'est un enfant qui a 20 fois plus de chances de consommer d'aliments que le premier enfant. Et ça, c'est très important parce qu'en réalité, il peut se nourrir plus facilement et quel que soit le lieu où il se trouve. Alors, il faut savoir également que les besoins de bébé sont relativement évolutifs. On le verra par la suite. Il faut savoir également que ces besoins étant évolutifs, il est important de les respecter. C'est-à-dire que d'apporter un certain nombre de nutriments trop tôt, ça sera
ne sera pas bénéfique à bébé, malgré ce qu'on pourrait penser. Bien au contraire, ça pourrait même être relativement néfaste et avoir des conséquences sur sa santé, et voire même parfois dérégler en fait le bon fonctionnement du corps, de son corps. Alors, entre la naissance et le 4e mois, rien d'autre que du lait, du lait, du lait et rien que du lait en fait, parce que c'est l'aliment qui est le plus adapté pour bébé. Et donc là, par contre, on a deux choix. Donc, on a le lait maternel qui est aussi évolutif que les besoins de bébé. Donc, il s'adapte. C'est un lait qui s'adapte. Ou sinon, le lait maternisé qui est un lait industriel et qui, par contre, lui aussi est adapté à bébé, mais qui a moins de subtilité que le lait maternel, notamment sur la partie gustative, organoleptique, parce qu'à travers le lait maternel, bébé stimule ses papilles gustatives, acquiert un certain nombre de signaux qui lui sont donnés par sa mère, de par l'alimentation de sa mère. Et donc, ça veut dire qu'il se prédispose d'une certaine manière à pouvoir consommer par la suite des aliments qui sont dans son environnement. Ce qu'il ne peut pas faire quand il prend un lait maternisé, puisque ça a toujours le même goût et donc du coup, il n'a pas de diversité tout au moins au niveau de son palais. Mais ce n'est pas une chose irréversible parce que lors de la diversification alimentaire, on lui proposera ces nouveaux goûts et donc il pourra avoir cette diversité par la suite. Alors, à partir du 4e mois révolu, donc ça veut dire voilà, le 5e mois entamé, il est possible déjà de pouvoir introduire les premiers fruits, les premiers légumes et fruits, donc d'abord les légumes, ensuite les fruits, de manière juste progressive, c'est-à-dire que ce sera une cuillerée qu'on fera goûter par-ci, par-là, etc. Et une fois que bébé aura commencé à s'habituer ou qu'il manifeste un intérêt bien particulier à vouloir goûter, puisqu'il aura une curiosité culinaire, à ce moment-là, bébé vous fera comprendre très simplement qu'il est prêt à consommer autre chose que du lait. Et donc, l'introduction se fera forcément de manière progressive, tout simplement parce que les organes aussi de bébé ne sont pas encore complètement, ils sont encore immatures, ils ne sont pas encore complètement arrivés à maturité. Et donc, il est nécessaire de pouvoir quand même choisir des aliments et des fruits qui soient relativement, des aliments, donc des fruits et des légumes, qui soient tolérés par l'estomac et que le corps humain pourra donc métaboliser, qui pourra donc traiter et transformer pour récupérer les nutriments nécessaires à son développement. Alors, il est aussi recommandé en introduction, donc au tout début de la diversification alimentaire, d'éviter en fait les légumes qui sont trop riches en fibres parce que justement, pareil, le corps de bébé n'étant pas assez mature, il ne pourra pas forcément gérer correctement ce surplus de fibres et le digérer, en l'occurrence. Alors, quelques recommandations, souvent, ce sont des choses très simples, mais qu'on ne dit pas assez souvent. La diversification reste une expérience et donc il est important de pouvoir s'écouter, mais surtout de pouvoir écouter bébé, de se faire confiance, de faire confiance à son bébé puisqu'il sait parfaitement ce dont il a besoin, il l'exprime très clairement et souvent l'instinct guide autant bébé que maman ou papa, toutes les personnes qui s'en occupent, l'instinct guide pour faire les bons choix. Et souvent, les choix, parfois, font juste appel à du bon sens. Donc, il est important de rester cohérent et de privilégier, bien sûr, le bien-être et la santé de bébé, puisque tout l'objectif de la diversification alimentaire est de nourrir bébé, donc de lui apporter les nutriments adaptés pour lui permettre de se développer correctement, autant sur le plan physique que de manière cérébrale. Quand vous doutez, par ailleurs, choisissez faites des choix qui soient relativement simples. Généralement, ce qui est simple, c'est ce qui est le plus efficace. Évitez également de chercher trop de conseils à droite à gauche parce que souvent, les conseils peuvent être totalement différents.
Donc, un peu le téléphone arabe et au final, une expérience, ben, elle reste tout simplement personnelle. C'est-à-dire que les choix que vous ferez pour votre bébé, ce n'est pas tout le monde qui ferait forcément ces choix-là, mais là encore, votre instinct et ce que vous ressentez ou de la manière dont vous communiquez avec votre enfant, vous avez cette confirmation que c'est le bon choix. Adapter, c'est-à-dire que quand vous avez fait un premier test et que vous voyez qu'il n'est pas forcément concluant ou que ça ne passe pas, ben vous ajustez, vous évoluez comme ça s'apprend au fur et à mesure. On partira notamment sur des repères très simples, hein, comme le fait de favoriser des produits très frais, de favoriser des produits qui soient le moins transformés possible et surtout de favoriser tout ce qui est simple et naturel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivez cette expérience pleinement et en conscience. Ayez vraiment conscience de la nécessité, de la pertinence et surtout de l'enjeu de chacune de vos actes. On verra, hein, ça peut être quelque chose de très banal. Le simple fait de dire à bébé que vous allez lui préparer son plat, c'est déjà un premier pas dans le processus qui fait que, voilà, pour lui, s'alimenter, ça sera une expérience agréable, ça serait une expérience d'amour, de bien-être. Et donc, du coup, son rapport à l'alimentation sera quelque chose de relativement positif. Quand, par exemple, vous privilégiez des aliments que vous achetez chez l'agriculteur, etc., n'hésitez pas à le lui montrer, à lui expliquer ce que vous faites, comment vous le préparez, etc. Ça fait vraiment partie intégrante de l'éducation alimentaire et de l'éducation gustative, donc au niveau du goût. C'est-à-dire que l'enfant va forcément associer le fruit physique avec le fruit qu'il goûtera par la suite dans la bouche. Et même là aussi, quand vous lui donnez à manger voilà, la purée ou autre, dites-lui ce que c'est, présentez-lui en fait la purée pour qu'il fasse le lien. Et ce sont ces petits codes très simples qui permettent d'avoir de bonnes habitudes et d'être ancrés dans cette phase de diversification alimentaire. Bien sûr, hein, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter des professionnels de santé qui pourraient vous aiguiller, voilà, vous dire ce qui est plus adapté ou pas, ou vous conseiller tout simplement, puisque au final, la décision finale vous revient. Et bien sûr, vous avez aussi le droit de comparer ces informations auprès des différents professionnels de santé, mais aussi auprès des différents ouvrages qui existent. Alors, les produits locaux. Alors, les produits locaux, avant de parler de locavorier, les produits locaux sont vraiment une thématique en ce moment qui reviennent au goût du jour, mais dont il est important de bien comprendre l'enjeu. Voilà, ce n'est pas simplement une mode, ça fait surtout partie en fait d'une réalité. C'est-à-dire que consommer les produits qui soient à proximité immédiate fait partie en fait d'un processus de vie, un processus même de survie, c'est-à-dire que tout être humain doit être en capacité de pouvoir consommer les aliments qui sont dans son environnement le plus proche possible. Aujourd'hui, effectivement, avec nos processus, nos modes de consommation, voilà, les choses arrivent par bateau, par avion, etc. Mais dans le cas où, en fait, tout ça n'existe plus, il faut qu'on soit en capacité de se dire que, voilà, on a des choses chez nous qui se consomment, qui se mangent, qui en plus ont un apport nutritionnel plus que pertinent. Il faut qu'on soit capable, voilà, de les connaître, de les comprendre, de les adopter parce que demain, après, dans notre réalité et dans notre processus de survie, ce sont eux, en fait, qui vont pouvoir nous nourrir. Et le fait de se nourrir est un besoin vital. Ça fait vraiment partie des besoins primaires. Il est important, voire indispensable de se nourrir, sinon on meurt. Alors, quitte à se nourrir, autant se nourrir en conscience et le faire avec des aliments qui sont disponibles de manière immédiate. Alors, le locavorisme, c'est quoi? C'est un grand mot, mais en réalité, ça veut dire des choses très, très simples. Le locavorisme, c'est simplement le fait de s'alimenter avec des aliments locaux. Locaux, ça veut dire qu'ils sont au même endroit que nous, disponibles immédiatement. Généralement, il faut compter à peu près une circonscription de 100 km autour de son lieu de résidence. Et donc, ça veut dire que
j'habite en Guadeloupe, je dois pouvoir consommer des aliments qui sont produits en Guadeloupe. J'habite en Martinique, pareil. J'habite en Afrique, pareil, je dois consommer des choses qui soient en Afrique. J'habite en France, je dois pouvoir consommer des choses en France. Donc, le locavorisme ne veut pas dire le côté territoire uniquement. C'est pas je veux consommer, même si je suis en Thaïlande, consommer que les produits qui viennent de Guadeloupe. Non, ce n'est pas ça. Le locavorisme, c'est consommer des produits qui sont situés à proximité, là où on se trouve, au niveau où on réside, où on est. Donc, quand vous êtes en Thaïlande, vous consommez les produits de Thaïlande. Quand vous êtes en Guyane, vous consommez les produits de Guyane. Quand vous êtes en France, à Paris, vous consommez les produits de Paris. C'est ça le locavorisme. Alors, les avantages du locavorisme, c'est de pouvoir acheter justement ces produits qui sont à proximité, généralement produits par des producteurs locaux, donc eux aussi qui sont dans la même région ou sur le même territoire que vous, grâce notamment au circuit court. C'est-à-dire qu'en général, cette proximité permet d'éviter des intermédiaires et de pouvoir aller directement, par exemple, sur le lieu d'exploitation, de pouvoir aller sur le marché, etc., pour pouvoir trouver des produits du même lieu où on est, où on réside, où on est. Et ça permet surtout, au final, puisqu'on évite un certain nombre d'intermédiaires, d'avoir un regard, en fait, sur le mode de production et qui, finalement, vous permet déjà une première conscientisation sur votre propre mode de consommation. Et donc, partir aussi sur des produits qui sont produits à proximité, ça permet justement aussi d'avoir des produits qui soient relativement frais et qui permettent aussi d'avoir des produits qui sont de saison, c'est-à-dire qui suivent en fait le cycle du lieu ou de la région dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes dans une région tropicale, ça ne sera pas le même cycle que si vous êtes dans une région froide ou une région tempérée. Et donc, du coup, au final, vous respectez les saisons. Et donc, ça permet aussi, la saisonnalité, c'est un concept qui est très fort parce que ça permet également d'avoir en fait des produits qui soient diversifiés, donc qui changent régulièrement, mais surtout qui soient pleinement nutritifs, à savoir qu'ils sont totalement pourvus en vitamines et en minéraux, car, par exemple, arrivés à pleine maturité. Petit exemple, la mangue. Donc, je consomme une mangue produite localement, donc que ce soit par un agriculteur ou de manière naturelle, mais j'ai tout intérêt, ou tout au moins davantage d'intérêt à consommer un produit de saison et un produit local, parce que ma mangue cueillie ici à pleine maturité, donc gorgée de vitamines, gorgée de soleil, de sucre, etc., n'aura jamais le même goût, mais n'aura jamais la même pertinence nutritionnelle que si je consommais, par exemple, à Paris, une mangue qui vient d'Afrique ou même de Guadeloupe et qui, malheureusement, n'a pas été cueillie à maturité à cause du processus notamment de transport et qui, arrivé à destination, doit subir un traitement de maturité, etc., etc. Au final, la mangue, elle est certes arrivée sur le territoire, mais gustativement, elle n'est pas intéressante et nutritionnellement non plus parce qu'elle n'est pas dans son plein potentiel. Alors, le locavorisme permet également de consommer donc, les produits non transformés industriellement, puisqu'on élimine, comme on l'a vu, les intermédiaires. Et ça, c'est un sacré bénéfice, en fait. Bénéfice pour la santé et même pour le rapport qu'on a à l'alimentation, puisqu'au final, on peut se permettre de cuisiner davantage ce type de produit. Et surtout, généralement, ce sont des transformations qui ont un impact négatif sur la santé. Donc, en fait, on élimine toutes ces conséquences négatives parce qu'on fait simplement le choix d'avoir des produits frais, de saison et produits localement. Et finalement, le locavorisme, c'est aussi un acte éco-responsable parce qu'au final, on maîtrise son impact carbone, on limite tout ce qui est transport, et donc les intermédiaires dont on parlait tout à l'heure, inutiles, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas besoin de bateaux, d'avions, de camions pour ramener en fait l'aliment là où je me situe, puisque vu qu'il est plus proche de moi, je peux soit moi-même
m'en procurer, ou alors les quelques personnes qui les mettent à disposition vont les chercher moins loin. Et surtout, ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Là aussi, qui a un très, très fort impact à la fois environnemental, mais aussi économique. Et donc, finalement, ça permet de développer à la fois, et ça fait écho à la fois à l'aspect santé, à l'aspect nutritionnel, mais aussi à l'aspect économique, à l'aspect environnemental et voire même à l'aspect politique, parce que c'est un acte citoyen que de soutenir les agriculteurs locaux, une filière en circuit court, etc., etc. Alors aujourd'hui, rapidement, il faut comprendre une chose, c'est que l'acte de se nourrir est basé sur le fait d'aller chercher des aliments qui détiennent en fait des nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps et en l'occurrence là du corps de bébé. Et donc avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est vraiment la base de la santé. Et un enfant a besoin de cette base parce que c'est un être en développement, c'est un être qui arrive encore fragile et qui a besoin en fait de tous ces éléments positifs, de toute cette force, cette énergie pour lui permettre de croître, d'évoluer et de grandir sereinement. Alors, on a 7 grandes familles d'aliments, mais aujourd'hui, je vous en présente 3. Vous pourrez trouver toutes les autres sur Internet, mais je vous ai présenté celles qu'on aborde le plus souvent au niveau du début de la diversification alimentaire et qui sont indispensables. Alors, on va commencer par l'eau. L'eau, c'est la seule boisson dont l'enfant a besoin. Très clairement, c'est la seule boisson qu'il est recommandé de lui donner lors notamment de cette diversification alimentaire et rien d'autre. On le verra par la suite parce que les jus, les sirops, toutes les boissons sucrées ne représentent pas en fait le même intérêt que l'eau et surtout ne peuvent pas remplacer l'eau. Tout simplement parce qu'en réalité, un jus de fruit, ce n'est pas le fruit en lui-même que vous donnez à votre enfant, mais bien le sucre du fruit que vous lui donnez. Et donc, au final, c'est comme si vous lui donnez de l'eau sucrée. Le sucre ayant un impact totalement négatif sur le développement de l'enfant, il peut être à la cause de maladies, de développement de maladies. Il est aussi à la cause de tout ce qui est comportement, concentration, etc. Donc, au final, le sucre, dans toutes les recommandations, est à éviter, voire même à bannir jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et même par la suite, vous verrez que bébé n'ayant pas été habitué au sucre, c'est un élément auquel il peut se passer, entre guillemets, c'est-à-dire pas de rajout, voilà, pas de rajout. Et donc, du coup, ça lui permet aussi d'avoir une évolution plus sereine dans sa propre alimentation. Alors que si on le lui ajoute trop tôt, d'autant plus qu'il n'en a pas besoin, ça peut aboutir sur des choses plus néfastes, comme par exemple du diabète infantile ou encore une sorte d'addiction au sucre qui fait que ça peut être un enfant hystérique, que ça peut être un enfant hyperactif, que ça peut être un enfant qui ne soit pas du tout concentré, etc., etc. Et donc, cette eau, on peut le lui donner très clairement à partir de 6 mois, avant, dans des cas bien particuliers, que sont les fortes températures et la nécessité, par exemple, de lui donner un médicament ou alors, voilà, de servir voilà, de support liquide. Parce que tout simplement, on retrouve déjà de l'eau dans le lait qu'on lui donne jusqu'à ses 4 mois révolus et même jusqu'à ses 6 mois, mais aussi dans les fruits et les légumes qu'on va commencer à introduire à partir de ce 4e mois révolu pour la diversification. Et il faut savoir que l'eau, en fait, apporte ces micronutriments qui sont essentiels au développement de l'enfant. Hein. On parlait tout à l'heure de nutriments, mais dans les nutriments, on a aussi des micronutriments qui sont, eux, indispensables pour tout le métabolisme de l'enfant. Le métabolisme, c'est la manière dont le corps va fonctionner, qui va lui permettre, en fait, de faire son travail pour lui permettre de grandir, d'évoluer, etc. Et qui va permettre donc aussi à bébé d'avoir une bonne hydratation, puisque 60% du corps est quand même composé d'eau. Donc finalement, l'eau, boisson essentielle et suffisante pour bébé.
Ensuite, on a les féculents et les céréales. Donc, surtout les féculents, on pense systématiquement qu'ils sont les principaux, mais oui, ils sont importants parce qu'ils apportent des glucides complexes, mais ils ne sont pas forcément les premiers à introduire. On va d'abord passer par les fruits et les légumes, qui, eux, sont très riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants, et qui vont finalement servir de protecteurs. Et au fur et à mesure que les besoins du bébé vont évoluer, à ce moment-là, on introduira aussi les féculents et les céréales qui vont compenser en apportant notamment les fibres, les protéines végétales, etc. et servir clairement de carburant, d'apport en énergie. Alors, pourquoi choisir les produits locaux? Tout simplement parce que, comme on l'a vu, au-delà du fait d'avoir des produits frais, etc., ce sont surtout les produits qui sont les mieux adaptés parce qu'ils ont subi le même taux d'ensoleillement. Donc, ça veut dire qu'ils ont subi les mêmes agressions que nous. Le rayonnement solaire, le fait de respirer de l'air, pour notre corps, ce sont des agressions car ils peuvent être à l'origine en fait de notre propre oxydation. Et donc, du coup, avoir des fruits et des légumes qui ont subi ces mêmes agressions et donc qui ont développé des mécanismes pour se défendre, en les consommant, en fait, c'est comme si on absorbait également ces mécanismes de défense. Donc là, en l'occurrence, les vitamines, les antioxydants. Et ce sont ces éléments-là qui vont nous défendre et nous permettre de continuer à respirer, de continuer à rester en pleine santé, à ne pas tomber malade, avec notamment les vitamines, les antioxydants, qui sont donc indispensables pour permettre à bébé de rester en bonne santé, car il va permettre à bébé surtout de renforcer son système immunitaire. Et au-delà de tout ça, les produits locaux, surtout quand on est dans une zone tropicale comme la nôtre, c'est une diversité de fruits, de légumes et donc de saveurs, mais aussi les aromates, les épices, etc. Et donc, au final, c'est un panel en fait de fruits et légumes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les pans de fruits tropicaux, ça donne, ça fait saliver, ça donne envie parce que justement, il y a cette diversité de couleurs, de formes, de saveurs, de goûts. Et donc, ça facilite, puisque l'enjeu de la diversification, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment de pouvoir apporter le maximum de choix, de diversité à bébé. Et donc, nos fruits et légumes locaux le permettent. Alors, autant les investir, autant les intégrer dans cette étape de diversification. Et bien sûr, éléments incontestables, ils sont aussi de meilleure qualité nutritionnelle et gustative, parce qu'au-delà des saveurs sucrées, ensoleillées, etc., avec notamment du sucre naturel, ce sont aussi des aliments pour beaucoup qui sont adaptés en fait à nos besoins de métabolisme. Et donc, l'indice glycémique pour la plupart de nos légumes locaux, par exemple, sont beaucoup plus bas. Et donc, ça veut dire sollicite moins, par exemple, le foie, le pancréas, etc., pour produire de l'insuline, pour permettre de réguler ce taux de sucre dans le sang. L'indice glycémique est beaucoup plus bas parce que, tout simplement, pareil, le conditionnement, l'environnement dans lequel ont évolué tes fruits est complètement adapté et donc, de les consommer, eux, c'est beaucoup plus logique et pertinent. Si nous consommons des aliments qui viennent d'autres régions et qui n'ont pas subi les mêmes agressions et qui, eux, ont été conditionnés dans leur maturation, dans leur production, pour alimenter d'autres personnes des autres régions. Et donc là, en l'occurrence, qui ont des indices glycémiques beaucoup plus élevés. Petit exemple, la pomme de terre et la patate douce. La pomme de terre et la patate douce, alors je vous dis tout de suite, la pomme de terre a un indice glycémique de 80. Disons que c'est la vitesse à laquelle le sucre passe dans le sang. Et donc, du coup, pour le maximum, c'est 100%. Et donc, sur les 100%, la pomme de terre, en fait, a un indice glycémique qui est de 80. 80 sur 100. C'est super intéressant pour les personnes qui sont en région tropicale puisque la pomme de terre va leur permettre en fait de se réchauffer. Donc,
cet indice glycémique élevé est adapté en fait à leurs besoins par rapport à leur environnement. En parallèle, la patate douce a un indice glycémique de 50, 50 sur 100. Ben, au final, c'est aussi une patate qui est totalement adaptée pour les personnes qui sont en région tropicale parce que nous, on est déjà en situation de température chaude, tropicale. On n'a absolument pas besoin de se réchauffer et donc ça veut dire qu'on n'a absolument pas besoin de consommer un aliment qui lui permet de se réchauffer. Et là, en l'occurrence, on a besoin plutôt d'aliments qui ne donnent pas trop d'énergie, mais qui permettent en fait, au contraire, d'avoir peut-être plus d'antioxydants, plus de vitamines, etc., pour nous permettre de lutter contre le rayonnement du soleil, etc. Et donc, au final, la patate douce est totalement adaptée à nos besoins, puisqu'elle est suffisamment basse en indice glycémique, pas besoin de se chauffer, mais quand même importante, ne serait-ce que dans sa couleur. On voit toutes les couleurs de patates douces qui existent. La patate betterave qui est violette, c'est énormément de vitamines, c'est énormément d'antioxydants qui nous permet, nous, de pouvoir compenser cette agression de l'environnement, du soleil, etc., etc. Donc voilà, la patate douce, pour nous, c'est totalement adapté. La pomme de terre ne l'est pas forcément. Ceci dit, je ne dis pas qu'il ne faut jamais donner de patate douce à son enfant. Vous pouvez le lui donner pour découvrir la saveur, etc. On a cette possibilité d'y avoir accès, mais préférez la patate douce qui est beaucoup plus adaptée à la fois sur la partie indice glycémique, mais aussi sur l'apport nutritionnel et gustatif. Et donc, ça veut dire, à choisir entre les deux, autant habituer de manière plus durable à la patate douce et ponctuellement, juste pour présentation, juste pour connaissance de cette saveur et du goût pour la patate, pour la pomme de terre. Voilà. Alors, en pratique, ce sont des conseils qui sont très clairs. Et ça, ce sont les bases, en fait, qui sont relativement accessibles. Sauf que, malheureusement, si on ne les connaît pas, on ne pourra pas forcément appliquer correctement. Alors, pendant la grossesse, très important, les 1000 premiers jours dont on a parlé au tout début, ça correspondait aussi dès la conception. Donc, ça veut dire que ça correspondait à la grossesse. Et donc, pendant cette grossesse, il faut savoir que le développement des papilles gustatives se fait à ce moment-là, chez bébé, à ce moment. Ça veut dire que depuis dans le ventre de sa mère, en fait, il a déjà ses sensations au niveau de ses papilles gustatives. Et donc, quand il goûte, par exemple, le liquide amniotique, il perçoit déjà quelques goûts, notamment le goût sucré, le goût épicé, le goût salé, etc. Et donc, ça s'est éveillé et ça lui permet déjà à continuer à commencer à s'habituer aux différents goûts qu'il pourrait rencontrer par la suite dans son environnement. Ensuite, au moment de l'allaitement, bébé commence aussi à percevoir les habitudes alimentaires de sa mère de manière beaucoup plus directe. Et donc là, par exemple, quand on vous dit que votre lait est un peu sucré, c'est parce que vous, dans votre consommation, maman, vous consommez des choses assez sucrées. Et donc, le lait de bébé sera sucré. Donc, ne soyez pas étonnés par la suite que bébé ait un bec sucré également. Et donc, c'est pour ça qu'il est aussi important de bien comprendre qu'en réalité, la diversification alimentaire commence dès ces étapes de grossesse et d'allaitement. Et qu'il est important, donc, finalement, de faire attention à sa propre consommation. Ensuite, entre 0 et 4 mois, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du lait et rien que du lait. Donc, toujours avec ce choix, lait maternisé ou lait maternel, parce qu'au final, le lait reste l'unique aliment dont bébé aura besoin, ou tout au moins ces 4 premiers mois. Et même les mois d'après, sauf qu'on le verra par la suite, il y a une nécessité d'ajustement. Alors, quand c'est le lait maternel, pas de souci, il s'ajuste tout seul. Par contre, quand il s'agit du lait maternisé, c'est pour ça qu'on parle de lait premier âge, de lait second âge, de lait de croissance, etc., etc. Parce qu'au fur et à mesure, il y a eu cette nécessité d'ajuster en fait le lait selon les besoins de bébé. Ensuite, à la période de 4-6 mois, donc il faut savoir que c'est vraiment la période, la fenêtre d'introduction qui est cruciale, notamment pour éviter tout ce qui est allergie, et que cette introduction doit se faire vraiment de manière progressive. Ensuite, il y a une nécessité de varier les goûts et les aliments parce que tout le challenge de la diversification alimentaire est de présenter le maximum d'aliments sur cette période pour notamment préparer une phase très importante
dont on n'a pas toujours conscience, qui s'appelle la néophobie alimentaire et qui se fait aux environs des 2 ans de bébé. Et donc, arrivé à ça, à cette étape-là, mais bébé ne veut plus rien. Il ne veut plus consommer de choses nouvelles. Comment dire, il se basera uniquement sur ce qu'il connaît. Et donc, au final, c'est une phase qui est relativement anxiogène pour les familles parce que souvent, on a l'impression que bébé va se laisser mourir de faim ou alors qu'il fait énormément de caprices et donc ça devient difficile. Mais en réalité, bébé décide de consommer que ce qu'il connaît. Et donc, très logiquement, plus vous lui ferez connaître de choses, de variétés d'aliments, etc., et au final, moins cette étape de néophobie alimentaire sera compliquée à gérer, puisque au final, il y aura très peu de choses qu'il refusera. Voilà. Il est quand même nécessaire de respecter le rythme de bébé. Hein. Ce n'est pas non plus une course au maximum d'aliments à présenter. Il est important d'en faire quand même une expérience de découverte, une expérience gustative qu'on fait ensemble, en famille, dans un bon état d'esprit. Et voilà. Ensuite, au niveau de l'introduction des différents aliments, pour les légumes, donc il est suggéré, avec une petite astuce, de commencer par des légumes verts pour le fait qu'ils soient généralement, alors verts ou transparents, du fait qu'ils soient plus doux, qu'ils soient aussi adaptés à l'immaturité de l'estomac de bébé, pour ensuite, au fur et à mesure de son évolution, de passer sur des légumes, voilà, de couleur jaune, de couleur orange, de couleur rouge, violette, etc., puis marron. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ces couleurs des fruits et des légumes permettent de les identifier et permettent surtout de bien comprendre en fait leur composition nutritionnelle. C'est-à-dire que certains ont peut-être un peu plus de fibres, d'autres plus de minéraux, d'autres plus de catégories, alors plus de vitamines d'une certaine catégorie et d'autres un peu plus d'antioxydants, etc., etc. Et en fait, de le faire de manière progressive, c'est surtout permettre au corps d'avoir un apport, voilà, juste au bon moment, parce que par exemple, trop tôt, un certain nombre de glucides trop complexes, ça peut justement avoir une conséquence négative et donc nécessiter d'avoir comme repère ces couleurs pour permettre d'introduire correctement et progressivement les aliments adaptés à bébé. Ensuite, désolée. Ensuite, une fois, un légume à la fois, donc très important, puisque là aussi, l'enjeu de la diversification, ça reste quand même la découverte de nouveaux goûts. Mais forcément, pour faire découvrir un nouveau goût, il faut présenter le légume ou le fruit unique, c'est-à-dire seul, sans combinaison tout de suite. Et c'est qu'une fois les différents légumes validés, acquis, connus, adoptés par bébé, de manière individuelle, qu'on pourra ensuite faire des associations entre les différents légumes adaptés, validés, pardon. Bien sûr, au tout début, hein, toujours avec cette information d'estomac pas forcément assez mature, d'intestin pas forcément assez mature, il est nécessaire et indispensable de cuire d'abord les aliments. Vers pas très loin des 12 mois, on pourra commencer à introduire des aliments crus, mais là aussi, ça sera progressif parce qu'il faut vraiment que le corps de bébé soit en capacité de gérer ces aliments crus qui ne sont pas forcément assimilés et digérés de la même manière que quand ils sont cuits. Donc, au début, on cuit tout. On cuit les fruits, on cuit les légumes. Au niveau justement de cette cuisson, on va privilégier la cuisson à la vapeur. Pourquoi? Tout simplement parce que la cuisson à la vapeur est une cuisson douce, une cuisson optimale qui respecte et préserve en fait les nutriments, qui restent quand même la molécule d'intérêt dans chaque aliment. Hein. C'est le nutriment qui va servir de carburant au corps de bébé. Et donc, du coup, de pouvoir les préserver dans les aliments, c'est là tout l'intérêt de pouvoir les cuire à la vapeur par une cuisson douce. Autre cuisson qui peut être faite, ça peut être la cuisson à l'étouffée, pareil, qui est une cuisson douce. Les bouillons et autres compagnies, non, on a des fuites de vitamines dans l'eau, on a des fuites de nutriments dans l'eau et au final, l'aliment, quand on le récupère, il ne vaut plus rien.
Alors, vraiment favoriser une cuisson douce et donc soit cuisson à la vapeur, soit cuisson à l'étouffée. Alors, pour la conservation, quand on a soi-même confectionné des petits pots pour son bébé, on peut conserver au réfrigérateur ou prendre l'astuce de la congélation pour permettre d'avoir le petit pot disponible plus longtemps. Et bien sûr, élément indispensable, aucun ajout de sel, aucun ajout de sucre, tout simplement parce que dans les fruits et légumes que vous proposerez à bébé, les sucres et le sel de manière naturelle sont présents et qu'ils représentent déjà le strict nécessaire de ce que bébé a besoin. Donc, pas d'ajout de sel ou de sucre, absolument pas. Alors, pour conserver, on a plusieurs possibilités. Donc, déjà, le simple fait de choisir si vous confectionnez vous-même les petits pots et même quand vous achetez aussi des petits pots en industrie, c'est déjà pour permettre une meilleure conservation au niveau des goûts, des saveurs et sur le plan qualitatif de l'aliment. Donc, quand vous faites vous-même vos petits pots, préférez des petits pots en verre. Et si vous devez en acheter, préférez aussi des petits pots en verre. Parce qu'en plus, le contenant, quand il est notamment en plastique ou autre, etc., il y a des risques de transfert de micromolécules qui sont là aussi pas forcément nécessaires au corps de bébé et qui, en fonction du type de molécules, peuvent avoir des conséquences néfastes sur sa santé. Ensuite, la conservation peut se faire au réfrigérateur à peu près 48 heures. Donc, important aussi de faire attention à cet élément parce que ça permet, dans sa gestion, de voir comment bébé va consommer les choses plus ou moins rapidement. Et donc, si bébé ne consomme pas aussi rapidement que je l'avais peut-être évalué, mais peut-être opter pour un autre mode de conservation. Vous avez aussi donc la possibilité de conserver sous vide, et donc là, ça dure un peu plus longtemps, mais qui nécessite quand même de s'équiper, ou encore au congélateur qui permet de conserver beaucoup plus longtemps, pardon, donc là à peu près 6 mois, et qui permet aussi de cuisiner en plus grande quantité, donc on parle aussi de batch cooking, mais attention à la décongélation parce que parfois, elle peut changer totalement la texture de l'aliment ou du petit pot préparé, d'où la nécessité de bien faire des tests, mais surtout de prendre un mode de conservation qui soit adapté. Est très important dans la décongélation, donc ne jamais décongeler quelque chose à température ambiante, puisque là aussi, on peut avoir des risques d'intoxication pour bébé qui reste quand même un être relativement sensible, mais plutôt de passer au réfrigérateur la veille au soir pour permettre notamment une décongélation douce et progressive et qui permet du coup à la fois d'éviter des chocs qui permettent le développement de micro-organismes néfastes pour la santé, mais aussi d'éviter les risques de changement de texture. Et enfin, quand vous voulez réchauffer ces plats, ces aliments, vous avez la possibilité, quand il s'agit de plats préparés, de le faire au bain-marie. Et si jamais ce sont des aliments prédécoupés que vous avez mis au congélateur, vous pouvez les cuire directement à la vapeur. Ça ne changera pas sur la qualité organoleptique de l'aliment. Alors, voici quelques idées recettes pour bébé. Donc, par exemple, pour un enfant qui consomme déjà de la viande, on peut lui proposer, par exemple, un filet de bœuf avec de la patate douce et un aromate, donc là, le thym. Donc, de toute façon, vous faites la demande soit en commentaire ou de toute façon, vous aurez les informations ou la présentation pourra vous être envoyée, je pense. Et sinon, nous avons édité récemment des livres où ces recettes sont disponibles. Ou sinon, vous pourrez avoir plus d'informations auprès de Thibaut Pays, qui est justement notre concept autour de la diversification alimentaire pour les produits locaux. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, la quantité de viande doit être une quantité qui soit relativement mesurée, hein, 10 grammes et pas plus, qui va évoluer au fur et à mesure de l'âge de bébé pour passer à 20 grammes, puis 30 grammes, etc. Et ça sera vraiment quelque chose là aussi de progressif
tout doit être progressif quand on introduit, puisqu'il faut bien penser au fait que d'abord, bébé ne connaît pas, que le corps ne connaît pas, et qu'il est nécessaire d'avoir un temps d'adaptation, un temps d'habituation pour que par la suite, bébé, le corps de bébé puisse prendre en charge et permettre voilà, une consommation plus habituelle et plus naturelle de l'aliment. Autre idée recette, les croquettes, par exemple, de pois pays, qui là peut être consommées à partir de 18 mois, donc qui permet aussi d'avoir une diversité de saveurs. Là, par exemple, dans cette recette, on utilise des pois locaux, le pois de votre choix, mais aussi un peu de farine manioc. Et d'emblée, vous verrez qu'à partir d'un certain âge, on peut rajouter en fait de la matière grasse, donc une cuillère à soupe, qui reste essentielle au bon développement de l'enfant, notamment pour son développement cérébral, et qu'il peut être intéressant aussi du coup de rajouter certains condiments comme voilà, le persil, le cive, mais aussi le piment végétarien, etc., qui peuvent être en fait des exhausteurs de goût. Et très clairement, même vous, quand vous goûterez, vous verrez qu'il n'est absolument pas nécessaire d'y rajouter finalement du sel, car au final, le mode de cuisson et les modes de préparation permettent une optimisation du goût et des saveurs. Autre recette, mais cette fois-ci sucrée, ben là, c'est la pleine saison, donc on peut en profiter, hein, les abricots pays, avec une petite épice et qui peut être finalement proposée dès les 6 mois, sans sucre ajouté aussi. Ben là, le fruit à pleine maturité est gorgé de sucre naturel et de vitamines, d'antioxydants. Et on peut très, très facilement le mélanger à du lait. Donc, ça peut être du lait premier âge, mais aussi ça peut être du lait maternel. Hein. Il est possible de proposer cela à bébé. Et pareil, de la farine de dictame, qui est une farine digeste très conseillée pour les nourrissons et pour les bébés. Et donc,